Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Ici Jean-Numa Goudou. Avec moi, Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous. On est le lundi combien? 7 mai. 7 mai. 2018. Jusqu'à minuit. Wow. OK. Nous sommes également en direct sur Facebook. Et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également. Qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité? D'abord, côté local, on parlera... Tu feras un petit tour de bateau ici, là? Ah oui, pourquoi pas? C'est juste en arrière de toi, là, sur la rivière d'Aprairie. Ça me plairait bien de faire un tour. Ouais, ça va commencer le 16 juin ici à Montréal-Nord, puisque nous émettons depuis Montréal-Nord, on vous le rappelle, depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord. Il va y avoir une activité, ça c'est la Route de Champlain qui réalise ça, c'est un organisme récréo-touristique qui va réaliser ça. On aura un reportage, l'organisme vient de bénéficier d'un financement conjoint de près d'1 demi-million de dollars pour ça. Un tour de bateau, tu sais combien ça coûte là? Ça coûte $10. Ah, tu l'as lu sur un texto. Ah bon, ah ben génial. On va parler de ça. On va parler de la perle retrouvée. Oui. Ils l'ont eu. Ça, c'est une bonne nouvelle. On en a parlé il y a quelques semaines Ouais. avec cette difficulté que cette organisation haïtienne avait pour trouver des fonds pour financer le bâtiment. Ouais. Et Ils tu nous ont apportes eu de les bonnes 110 000 nouvelles dollars, ce matin. les 110 000 dollars pour payer l'évêché. Donc, ils vont éviter des frais de 73 000 dollars. Une bonne nouvelle. Donc, ces gens-là, qui étaient une vingtaine au départ, ont acquéri une propriété qui vaut aujourd'hui 2 millions pour la communauté haïtienne. C'est bien situé sur Crémazie, coin P9, à côté de l'autoroute, avec vraiment un bel espace. Mais bon, on verra. On verra ce qu'on va faire de ça. C'est une église qui est plantée dessus, mais comme il m'a dit, monsieur Nicolas, on n'a pas acheté une église. On a acheté un morceau de terre de Saint-Damas. Bref. Et pour Haïti, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va voir? Même pour Haïti, on va parler du journalisme citoyen et ses mensonges. Jacques Mel, l'affaire de Marlène Colin. Qu'est-ce qui était vrai dans tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux? Eh bien, le Nouvelliste a été à la source. On va vous parler de ça. Et on va vous parler des états généraux sectoriels de Jovenel Moïse. De plus en plus de gens qui quittent le bateau. Après Jacques-Édouard Alexis, ancien Premier ministre, il y a un autre Premier ministre qui a quitté le bateau. Evans Paul. Evans Paul. Mais ce qu'il dit, c'est que moi, je voulais filer à l'anglaise. Je voulais pas faire de bruit avec ça. Comment? C'est public. Ouais, définitivement. Hein? On va voir tout ça, mesdames et messieurs. On va voir tout ça. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après pour la suite des choses. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Merci d'être à l'écoute. On est de retour pour le développement des informations. Quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'histoire du Québec, quand tu nous parles de Champlain, Jean-Numa, on doit faire allusion à quoi au juste? Ah ben Samuel. Samuel de Champlain, et qui passait juste en arrière de nous, là, dans les années 1500 quelque chose. Hein, 1500 vers 1600. Hein, et un navigateur. Et qui... Français. Ouais. Qui avait avec lui un de ses amis
des prairies. Et c'est pour ça que la rivière s'appelle la rivière des prairies. Ah ben oui. Eh ben toute cette histoire-là, moi je suis pas historien, je peux pas vous la raconter, mais à partir du 16 juin, vous aurez la possibilité de vous faire raconter ça sur soit du kayak ou du bateau électrique ou à moteur, peu importe, sur la rivière. Plus de 8 km de navigation, vous avez la possibilité de faire ça pour $10 seulement. Et justement avec des historiens professionnels ou des passionnés de l'histoire qui vont vous raconter tout ça. Et c'est l'organisme La Route de Champlain qui a la responsabilité de faire ça depuis 5-6 ans déjà. Et le week-end dernier, vendredi dernier, ils ont obtenu un financement conjoint du gouvernement du Québec, de l'arrondissement de Montréal-Nord, mais aussi de PME Montréal-Est de l'île, pour justement propulser ces activités. Nous allons écouter justement le reportage sur ce financement et les activités d'été, combien ça coûte, comment ça fonctionne, tout. Écoutons ça. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Je vous rappelle que c'est ici, sur les rives de la rivière dans l'arrière, la Scawanoti en Huron, que Jacques Cartier, dès 1535, pas l'année passée, là, 1535, il a passé ici, il a peut-être arrêté au parc Émile-Léonard, il trouvait ça beau, il y avait des jets d'eau. Bon, peut-être que c'était ça, je le sais pas. Attention, c'est arrêt. Il en a parlé à son ami Samuel de Champlain. Quelques années plus tard, 1609, on fouillé le sol de Montréal. Montréal-Nord, la grande oubliée, a pourtant été une pièce maîtresse de notre grand pays, le Canada, du Québec, et est à la source de la francophonie en Amérique du Nord. Honneur à Montréal-Nord et longue vie à la Route de Champlain. C'est Jean-Jacques Ricard, président du CA de l'organisme La Route de Champlain, qui a mis la table historique du nouveau départ que prend l'organisme récréotouristique de Montréal-Nord. Afin de propulser l'organisme et de faire de l'arrondissement un pôle touristique grâce à des activités récréatives l'été, tout en remontant l'histoire, le gouvernement du Québec, l'arrondissement et PME Montréal-Est de l'île viennent de lui accorder un financement de près d'un $500,000. Rita DeSantis, Christine Black, suivie de Christian Deshôtels, ce dernier directeur général de la Route de Champlain. Je suis heureuse de confirmer à la Route de Champlain un soutien financier de $100,000 du secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Notre volonté est que les citoyens puissent profiter davantage de ces berges, et c'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer que l'arrondissement a conclu une entente de 5 ans avec la Route de Champlain. Cette entente comporte entre autres une contribution de $230,000 pour la consolidation d'un pôle récréotouristique à Montréal-Nord, ainsi que le prêt du chalet du parc Émile-Léonard que vous êtes ici actuellement. L'annonce conjointe principale d'aujourd'hui, c'est un peu plus d'un $500,000. OK. Et il y a aussi l'implication de PME, vous avez dit? PME Montréal, avec qui on travaille conjointement, qui nous ont financé une partie d'un plan de marketing à la hauteur de $7,500. Bientôt, là, on fait un dépôt pour la suite d'un financement pour la mise en place de ce plan marketing-là avec PME Montréal, l'Est de l'île. Au départ, ça a été le premier bailleur. Dans le fond, pour l'économie sociale, le développement de l'économie sociale, ils ont investi un $30,000 au départ, au démarrage de la Route de Champlain. La Route de Champlain peut partir de Gaspé jusque dans le fin fond de l'Ontario, en passant évidemment par Montréal-Nord. Mais l'organisme se limite à au moins 8 km de navigation entre le pont P9 et le pont de la 25, parfois au-delà même. Christian Deshôtels. L'été, on a des kayaks de mer, solo et tandem, donc les gens peuvent embarquer à 2 dans certains kayaks ou en solo. On a des Rabasca qui sont d'immenses canots à 12 à 15 passagers où on accueille beaucoup les camps de jour. Et on a des bateaux électriques haut de gamme, 9 passagers avec un guide interprète qui pilote le bateau et qui fait l'interprétation historique et patrimoniale de la rivière des Prairies en bateau. On a 4 bateaux comme ça et on peut accueillir jusqu'à 36 personnes à la fois sur l'eau pour des croisières historiques, patrimoniales. Et les gens peuvent aussi amener leur lunch. On a toutes sortes de forfaits, de pique-nique. Ils peuvent venir pendant 2 heures, venir pique-niquer sur le bateau avec notre guide interprète, puis on fait le tour de la rivière avec ces gens.
Il est possible de devenir membre de l'organisme La Route de Champlain. Son directeur incite d'ailleurs les Nord-Montréalais de toute origine à s'impliquer afin de bénéficier des privilèges dont jouissent les membres lors des activités d'été, par exemple. En devenant membre de l'organisme, vous devenez un petit peu aussi comme son propriétaire. Vous êtes invité à participer à la vie démocratique de l'organisme. Vous pouvez nommer le conseil d'administration, vous impliquer à différents niveaux. Ça coûte 20 $ par année pour être membre. Et avec ce 20 $-là, vous pouvez faire votre premier tour de bateau gratuit. Ensuite, c'est 10 $ en moyenne pour 1 heure de bateau par personne. On a des tarifs pour les enfants, des tarifs pour les groupes. Alors, Les enfants de 0 à 5 ans, par exemple, c'est gratuit accompagné de leurs parents, effectivement. Et moi, c'est pris Pour les 5 à 12 ans. Jean-Paul Guillard. Jean-Paul Guillard, vous êtes historien, c'est ça? Non, je suis président de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord. Ok, mais vous n'êtes pas historien pour Non, je suis un passionné. Okay. Je suis bénévole depuis une trentaine d'années. Et le passionné d'histoire assure que, vu de la rivière, Montréal-Nord est un tout autre arrondissement. Chaque fois qu'on embarque sur l'eau, surtout avec les bateaux électriques, on n'entend rien d'autre que la nature. C'est se replonger dans l'histoire puis voir comment ils ont réussi à découvrir tout ce qu'ils ont vu. Parce qu'on voit la ville d'une autre façon, vu la rivière. Si on se promène sur la rivière, on ne la voit pas de la même façon que sur le boulevard Gouin. Ah oui, hein? Jean-Humain, et si on venait sur la terre ferme, on a assez promené comme ça. Ça sur l'eau, ouais. On s'est promené sur l'eau, hein. T'as envie d'y aller? Ben oui, absolument. Ça donne l'envie de faire un tour. Et si on revient sur la terre... Surtout quand on regarde dehors, là, il fait beau, il fait un petit peu frisquet ce matin, mais quand il va faire beau sur la rivière, comme a dit M. Gillard, ça doit être beau. Ben, on revient sur la terre ferme, comme je disais, pour parler de la perle retrouvée. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment Montréal ou qui n'ont pas suivi l'actualité vraiment de près, c'est quoi la perle retrouvée, Jean-Humain? La perle retrouvée, c'est une association culturelle, en fait. C'est un organisme fondé par une vingtaine d'Haïtiens. La plupart sont des retraités. Il y en avait qui travaillaient à l'époque encore. Et qui avait décidé d'acheter un espace, enfin une ancienne église, l'église Saint-Damas, sur le boulevard Crémazie, coin P9. Et ils ont acheté ça de l'archevêché de Montréal pour 700 000 $. Ouais. Mais l'archevêché leur avait donné un délai pour payer les 700 000 $ sans intérêt. Et il y a eu plusieurs rallonges. Ils avaient réussi à payer 600 000. Il restait à peu près 110 000 $ à peu près à payer. Et ça traînait. Et l'archevêché leur a dit, écoutez, leur a envoyé une lettre en février dernier pour leur dire, écoutez, si vous ne payez pas ce qui manque, les 110 000 $ au 1er mai, eh bien, les intérêts vont embarquer. Et quand on parle d'intérêts sur les 700 000, ça fait 73 000 $ au bas mot, hein, que la perle retrouvée devrait payer en plus. Alors, ils ont lancé une course contre la montre pour trouver l'argent. Et finalement, ils l'ont trouvé. Vous vous souvenez, on avait parlé, toi, Jean-Étienne, tu avais fait un reportage sur la question, où ils menaient une petite campagne de financement assez vite, là, il fallait trouver 110 000 $. Et finalement... La bonne nouvelle, c'est qu'on a cet argent. Ouais, on va écouter Saint-Arnaud, Nicolas, qui nous parle de ça. C'est 108 000 $ qu'ils ont amassé, les 2 000 $, ils disent, écoutez, ça va venir. Oh, nous avons, je crois, 108 000, mais il y a de l'argent qui continue. Vous avez 108 000? Oh oui. Ah non. La communauté. La communauté? Les petits 20 $, les petits 100 $, les petits 1 000 $. Jusqu'à présent, il y a des gens qui nous appellent. Nous serons prêts à aller à l'archevêché. Ah oui, comment ça? Oui. Je crois que nous serons prêts
quand même, le 14, je crois, le 14 mai. Le délai, c'est le 14 ou Non, non, le délai, c'était le 1er. Ok. C'était le Donc, 1er. on vous donne une petite rallonge encore, là. Non, et ce sont nous autres qui leur avons donné un délai. Ils n'étaient pas prêts. Ah, il n'était pas prêt. Non, Comment pourquoi? ça? Parce qu'il faut passer chez le notaire, il faut passer tout ça. Ah, voyez-vous, okay. donc... Quelque part, ça vous avantage. Oui, oui, exactement. Ça nous a donné du temps pour ramasser, et aujourd'hui encore, pour cette semaine, il y a des gens qui ont apporté de l'argent. Et il vous manque seulement $2000. Oui, oui, il nous manque 2000, et puis ensuite, il y a l'argent du notaire. Voilà, c'est Dano Nicolas qui a bien expliqué l'affaire. Ouais, tout un personnage. Mais écoutez, apparemment... Qui est toujours émerveillé à chaque fois qu'il parle de la perle retrouvée. C'est définitivement une passion. Hein. Ouais. Mais écoutez, le 18 mai, ça va être toute une célébration pour marquer ce tournant dans l'histoire de la perle retrouvée. Oui, à chaque année, c'est toujours une grosse fête à la perle retrouvée. Il y a vraiment tous les politiciens. Par exemple, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, était toujours là et a célébré avec les Haïtiens la fête du drapeau à la perle retrouvée. Il y a plusieurs petites fêtes comme ça qui se font à Montréal à chaque 18 mai. Mais l'ancien maire, Denis Coderre, était toujours à la perle retrouvée. Il y avait toujours le député Emmanuel Dubout, le député de Bourassa, qui est un Saint-Marcois en passant. Écoutez, l'arrondissement, la mairie d'arrondissement de Saint-Michel, presque au grand complet, est toujours là, puisque ça se trouve dans Saint-Michel, dans le quartier de Saint-Michel, la perle retrouvée. Qui regorge d'Haïtiens. Qui regorge d'Haïtiens. Il y a toujours du monde, là, tous les 18 mai, pour célébrer le drapeau. Et là, monsieur Nicolas nous annonce que le 18 mai, ça va être la grande fête. Ils vont célébrer ça. Le 18 mai, s'il plaît à Dieu, nous allons célébrer la victoire de la communauté haïtienne. La fête du drapeau? Oui. La victoire de la communauté haïtienne. La communauté haïtienne aura, comment dirais-je, un morceau de terre qui leur appartient. Ouais. Ça vaut 2 millions, là, selon ça vaut 2 millions, oui. L'évaluation de la ville. Oui, ça vaut 2 millions. Okay. Voyez-vous? Donc, j'entends dire assez souvent que il y a des entrepreneurs qui ont des yeux sur cet espace-là, bien situé au bord de l'autoroute, avec vraiment des espaces de parking et tout. Vous avez eu des approches de ce côté-là pour prendre ici? On n'ose pas. On n'ose pas. Pourquoi? Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à qui? Ça appartient à la communauté haïtienne. Oui, Voilà, monsieur Nicolas, on l'a bien écouté, on n'ose pas. Écoutez, Jalouba, après le... Vous pourrez toujours oser, quoi. Vous pourrez toujours refuser. Mais si moi, je suis intéressé à l'acheter, je peux vous faire une proposition. Écoutez, on a trouvé l'argent, on va célébrer ça le 18 mai. Ouais. Et l'avenir, le futur, ça se trouve comment? Il va falloir mettre ça à terre, hein, l'église. Parce que nous a dit monsieur Nicolas, on n'a pas acheté une église, nous. On a acheté un morceau de terre qui appartient à la communauté. Je citais M. Nicolas, mais là, ils ont un projet de mettre tout ça à terre et de construire un centre culturel digne de ce nom pour la communauté. Ils veulent faire plusieurs étages avec ça, mais déjà, il n'y avait pas assez de financement pour l'achat de l'espace. Terrain, oui. Et maintenant, que dire, hein, de ce grand projet de construction? Alors, M. Nicolas dit que, la perle retrouvée va essayer de cogner à la porte du fédéral, du provincial, du municipal et même du privé. Nous n'avons pas acheté une église. Vous avez acheté quoi? Nous avons acheté un espace. Nous étions heureux que l'espace avait un bâtiment dessus. Okay. Quoique ça nous a coûté les yeux de la tête pour tenir cet espace-là. Parce qu'il y a le chauffage, le chauffage d'une église, là, c'est pas de la mer à boire ni de la terre à avaler. Non. Vous voyez? Donc, mais c'est pas l'église que nous voulons. C'est un centre culturel que nous voulons. Donc, on va commencer à penser à partir du 18 mai. À partir du 18 mai,
on va commencer à penser à construire. Maintenant, on peut aller voir la ville de Montréal. Ok. On peut aller voir et le Québec. Le gouvernement. Oui. Pour du financement. Ben oui, on peut aller voir Ottawa. On peut aller voir Ottawa. Et s'il le faut, on peut aller voir la Banque de développement. Notre petit coin de terre ici, on peut construire 15 à 20 étages dessus. Quand vous regardez en face, vous voyez, il y a des édifices. Ouais. Nous voulons construire quelque chose de beau, quelque chose qui relève la fierté haïtienne, non seulement à Montréal, mais au Canada, si je peux dire même au monde entier. Okay. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Voilà. François. Oui, bonjour Jean-Tom, bonjour à tout le monde. Bonjour François, on a fait cette erreur-là la semaine passée, on ne le fera pas cette semaine. Hein. Non, bienvenue. Pas du tout. Ouais, d'accord. Mais François, tu as écouté M. Nicolas? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on en a besoin de bonnes nouvelles. On a besoin également de savoir que au moins de la communauté, on a un espace qui nous appartient et puis on peut se réunir fièrement. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, on va continuer à encourager le projet parce qu'il faut que la communauté prenne sa place et puis avec des institutions bien déterminées. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous comme nouvelle? Bon, alors, on a plusieurs nouvelles. Ça parle aussi de la question de l'asile. Mais avant de parler de la situation ici au Canada, il y a un très bon reportage sur Radio-Canada actuellement qui parle des migrants en Europe. On apprend, Jean-Mima et Jean-Tom, que chaque jour, il y a à peu près 10 personnes qui meurent de la mer en direction, qui viennent de la Libye. Ok. Ça continue alors. La Libye qui affronte la mer, il y a à peu près 10 personnes. Ça a diminué de beaucoup parce que c'était par centaines. Seulement la Libye, là, on ne parle pas des autres pays. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui commencent à s'organiser pour acheter des bateaux, pour essayer, parce qu'ils meurent à partir de bateaux de fortune qu'ils ont créés pour traverser la mer. Alors, c'est une situation extrêmement difficile, mais dans le reportage, on dit qu'on n'en parle pas parce que souvent les médias, ils ont leurs préoccupations. Actuellement, ce n'est pas ce cas-là. Alors, j'invite les gens à aller voir, c'est sur Radio-Canada. Et le titre, c'est vraiment pour les gens risquer sa vie en mer pour échapper à l'enfer libyen. Ouais, comment on dit ça déjà chez nous, chercher la vie? Détruire la vie. Détruire la vie. Oui, alors c'est ça. Bon, maintenant, on vient à l'actualité ici. Et vendredi soir, là, on a eu plusieurs actualités, notamment un député conservateur, pendant la période des questions aux communes, il a demandé pourquoi on ne déporte pas illico tous les Nigériens qui sont arrivés au Canada. Alors, on a dit que ce député a manqué de compassion à l'endroit des migrants nigériens. Il faut dire que le secrétaire parlementaire qui a répondu au député a dit et a confirmé, et puis ça va très bien entre la négociation, entre la collaboration de Washington avec Ottawa. De ce côté-là. À propos des Nigériens. Oui. Parce qu'il y a complicité américaine, effectivement. Oui. Non, c'est ce qu'on réduit de beaucoup le nombre de visas qu'on donne c'est ça, aux Nigériens. Okay? Ça veut dire que ça va très bien avec ça. Et puis, il dit que cette semaine, on va constater qu'il y a des diminutions à la frontière. C'est ce que le secrétaire parlementaire, M. Cormier, a dit. Mais
la question qu'on a toujours posée, comment peut-on empêcher à quelqu'un d'avoir un visa américain en disant que cette personne-là peut passer va traverser pour venir au Canada? Ça, c'est une question fondamentale. Hein? Sur quoi on va se baser? La personne a rempli ses conditions pour... Elle est au Nigeria, elle a rempli ses conditions pour avoir un visa américain. Comment peut-on déterminer que cette personne-là peut venir au Canada avec un visa américain? En fonction de sa situation économique, sa situation familiale, ses attaches dans son pays. Comment? Non, si elle remplit les conditions pour avoir un visa de visiteur. Parce que le visa de visiteur, on demande que la personne ait des attachements. Une fois qu'elle a des attachements, on lui donne le visa de visiteur. Mais ce qui arrive, c'est que maintenant, on ne va pas donner, ou bien on va diminuer drastiquement le nombre de visas parce qu'on se dit cette personne-là peut-être peut aller au Canada. Le risque est énorme aujourd'hui, là. En raison notamment de l'entente sur les pays tiers sûrs. Oui, mais moi je trouve que c'est très très arbitraire de décider de parler comme ça, de faire ça, parce que la personne, si elle remplit ses conditions, elle peut avoir son visa américain pour faire autre chose, mais c'est incroyable. Ensuite, il y a Mme Elisabeth Vallet dans le journal du Devoir qui a analysé la situation des murs dans le monde, qui parle de 70 murs qui sont construits lorsqu'on veut empêcher aux migrants de rentrer, par exemple, dans un pays. Mais elle précise que dans tous les cas, ça n'a jamais rien donné. Non. Et ça veut dire que c'est l'histoire de murs, les politiciens le font juste pour avoir un peu de l'électorat, juste pour dire aux gens, pour faire peur aux gens, et en même temps de les avoir de leur côté. C'est un discours très, très, très nuisible, parce que ça écarte le sujet, ça ne pose pas le problème exactement, parce qu'une fois qu'on parle de murs, les gens ont l'impression qu'ils ont réglé le problème, mais au fond, rien n'a été réglé. Et François, ça a l'air que le Premier ministre Justin Trudeau doit donner une conférence de presse concernant la situation des migrants à la frontière. Il le faut parce qu'il ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire et sans rien dire. Parce que là, comme les conservateurs le disent, comme le Parti québécois le dit également, c'est que les gens sont venus parce qu'il y a eu un tweet. On a dit bienvenue aux réfugiés. Alors, que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi, mais de toute façon, il faut expliquer. On a dit oui, c'était pas ça, mais en même temps, les gens arrivent et il y a une inquiétude au niveau de la population. C'est pas seulement le ministre de l'immigration qui doit être sur les fronts pour expliquer. D'ailleurs, lui, il le fait pas bien du tout parce que il ne vient même pas au Québec facilement. Il reste en Ontario, il fait ses communiqués, et souvent on a l'impression qu'il ne comprend pas, il dit tout est sous contrôle, mais qu'est-ce qui est sous contrôle? On ne sait pas. Alors là, c'est le Premier ministre effectivement qui a la responsabilité d'expliquer aux Canadiens exactement, voilà le plan d'action, parce qu'on a l'impression que jusqu'à présent, le gouvernement a agi, mais discrètement ou bien secrètement, il fait des contacts avec Washington, mais personne ne sait. Alors c'est quoi exactement la situation? Alors, il revient vraiment au Premier ministre d'expliquer aux Canadiens, voilà la situation, voilà pourquoi on est là, et voilà ce qu'on va faire, etc. Il faut expliquer parce que les gens ont des questions et ils veulent savoir, et j'espère qu'une texto sera là. Oui, on va essayer d'être là, oui, effectivement. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il va annoncer, M. Trudeau? Moi, je pense que dans un premier temps, il va rassurer les Canadiens, il va leur dire que la situation est sous contrôle, même si en apparence, parce qu'on a aussi fait un reportage avec les gens de Roxham, de la route de Roxham, qui sont très inquiets parce qu'ils disent que maintenant on a des personnes qui passent régulièrement sur nos terres, on ne sait pas qui elles sont. Alors, il y a l'inquiétude, alors peut-être qu'il va rassurer les gens et qu'il va annoncer, parce qu'il serait mieux d'annoncer officiellement les contacts ou bien ce qu'on fait avec Washington par rapport au visa. C'est ça, j'imagine, mais de toute façon, on va voir, demain on va en parler. Si c'est aujourd'hui, demain on va en parler. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, François. Merci, puis à demain. À demain. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous revient tout de suite après la pause pour les informations de l'actualité haïtienne.
Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, il est 7h32, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 ou sur YouTube un peu plus tard ce matin. Nous serons en différé sur YouTube également. Alors, on vous a parlé de tout ce qui se passe sur le plan local. On vient de causer à... François Jean-Denis qui nous parlait d'immigration. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Et puis là, c'est les nouvelles d'Haïti. Et là, ce matin, on va commencer, je vous le disais en titre, le journalisme citoyen et ses mensonges. Là, je parlais bien des réseaux sociaux, de Facebook en particulier. Vous vous souvenez l'affaire de Marlène Colin à Jacmel? Ça s'est passé le 3 mai dernier. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as entendu déjà à propos de cette histoire, Jean-Étienne? C'est beaucoup de choses. J'ai tout entendu. Mais oui, beaucoup de choses. choses. Comme du genre, il y avait un test ADN. Oui. Complètement faux. Que l'intéressé lui-même a précisé qu'il n'y avait pas question de test ADN là-dessus. Ah non. Ben, tout ce qui est vrai, c'est que Marlène Colin a été tuée à coups de couteau, plusieurs coups de couteau. Ça, c'est clair. Le reste, là, les réseaux sociaux, le journalisme citoyen, là, c'est pas fort. Ouais. C'est pas fort. Il faut vraiment faire attention à tout ça, mesdames et messieurs. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que le Nouvelliste est allé à la source, est allé parler à la justice parce que il y a un commissaire. Ce qui arrive aussi, c'est que quelques jours plus tôt, Marlène Colin avait porté plainte auprès de la justice contre ce monsieur-là, qui s'appelle Rigo Ernest, qui vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Et il y a un commissaire, un juge de paix, qui l'avait entendu, justement, ce monsieur, qui est arrivé des États-Unis, qui devait quitter Haïti, reprendre l'avion le 4 mai dernier, et qui est arrivé 2 à 3 semaines avant ça, en Haïti. Et 3 jours après son arrivée, la justice l'avait entendu à la suite de plaintes portées par Marlène Colin pour violence conjugale. OK? Ça, les autorités judiciaires et policières étaient au courant et n'ont pas fait grand-chose. De ce côté-là, il va falloir vraiment les questionner sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ça? Et il y en a qui disaient sur les réseaux sociaux que
Rigaud Ernest prenait en charge sa femme, lui payait ci, lui payait ça. Ok, ben c'est normal, c'est sa femme. Sa femme aurait pu lui payer des affaires aussi. Oui. Ok, on comprend. Et ce qui est vrai dans ça, c'est que Marlène Colin venait effectivement à peine de décrocher son diplôme en sciences infirmières en juillet 2017, après 4 ans d'études en République dominicaine, imaginez. Et le présumé assassin, Rigaud Ernest, après avoir commis le forfait, le 3 mai, il s'est dirigé immédiatement à bord d'un mototaxi vers le port de Jacmel, où il a tenté de se noyer. Surpris en agonie, selon le Nouvelliste, toujours, ce dernier a été sauvé in extremis des eaux par des nageurs avant d'être remis un peu plus tard à des agents de la police nationale affectés au commissariat de Jacmel. Alors, Rigaud Ernest, c'est qui? C'est un ancien membre du mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti Mocrena. Il est très connu à la ville de Jacmel, un leader influent au niveau des manifestations organisées à Jacmel en 2004, par exemple. Et même en 2015, il a été remarqué dans les activités de campagne d'un actuel sénateur de la République. Le Nouvelliste n'a pas cité le nom de ce sénateur. Et Rigaud Ernest a enlevé la vie de sa femme 4 jours après avoir été invité au parquet de Jacmel, le 30 avril. Écoutez ça, le 30 avril, il a été entendu au parquet parce que justement Marlène Colin avait porté plainte contre lui. Et c'est maître Alexandre Antonius, juge de paix suppléant au tribunal de Jacmel, accompagné des agents du service départemental de la police, SDPJ, qui avait procédé à une première audition de l'inculpé au commissariat. Et 4 jours après, comment il a fait pour... C'est une histoire vraiment triste et sombre. Peut-être qu'on aura à faire beaucoup plus de commentaires à la fin, mais définitivement, c'est Et ce qu'il dit, il avoue avoir tué, il a avoué, là, parce que après son arrestation, il a avoué le tout. Et il a avoué avoir tué sa femme suite à une dispute précisant qu'il avait perdu le contrôle de ses émotions. J'ai laissé les États-Unis le 18 avril pour rentrer en Haïti. Depuis lors, Marlène m'a privé de tout droit de visite de ma fillette, que j'aime tant. Pendant plus de 2 jours, devant ma situation de détresse et d'humiliation, je suis tombé dans une profonde désolation. C'est ce qu'aurait déclaré Rigaud Ernest à la justice après son arrestation, justement après avoir tué sa femme. Alors, enfin, Rigaud Ernest affirme n'avoir fait effectuer aucun test d'ADN. Aucun. Il n'en était rien de ça. Toutefois, il dit, j'ai investi 60 000 $ américains dans les études de Marlène Colin. Il ajoute qu'il avait l'habitude, le Nouvelliste ajoute que Rigaud Ernest avait l'habitude de bastonner Marlène Colin. Il cassait régulièrement la vaisselle et les meubles de leur maison, entre autres. La situation a encore dégénéré quand Marlène a refusé d'épouser Monsieur Rigaud en novembre 2017. Pourquoi elle a refusé de l'épouser? On voyait plein de photos ou de demandes de mariage, des choses comme ça. Le journalisme citoyen n'est pas fort de ce côté-là. La fille avait refusé d'épouser le gars. Pourquoi? Parce que le gars est marié aux États-Unis. En plus, il a une femme aux États-Unis. Il vit avec une femme mariée aux États-Unis, possiblement pour sa résidence aux États-Unis. On ne le sait pas. Bref, la vérité dans ça, c'est pas le journalisme citoyen qui vous amène ça, ce sont les médias. Je vais peut-être faire un petit mot à la fin de l'émission dans les commentaires, mais c'est définitivement une histoire assez triste qu'il faut tirer pas mal de petites leçons là-dedans. Mais écoutez, et puis la leçon qu'il faut tirer, c'est que quand vous recevez des informations à travers les médias sociaux, prenez toujours ça avec une pincette. Je vais en parler à la fin, ce sera un petit peu plus confortable pour moi. Bon, alors, si on reste en Haïti, écoutez, pourquoi Evans Paul allait à laisser la commission? Il n'est pas le seul. Il y avait l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis qui a quitté. Ça, c'était à cause d'Yorvel Chéry. Et là, Evans Paul vient de quitter, mais il a dit qu'il ne voulait pas quitter avec tambour et trompette. Qu'il voulait filer à l'anglaise sur la pointe des pieds en catimini. Mais le président de cette commission-là a ébruité l'affaire. Et ce qu'il n'a pas apprécié, écoutons Evans Paul. Alors, moi, t'as filé à l'anglaise
ça veut dire, sous point de pied, ça me pas fait capable, j'ai déjà écrit dans l'autre là, moi, je voulais faire un bagage à l'intérieur, c'est infernal, et malheureusement, notre là, il prend la rue, et ça, c'est dérangé en pile, parce que nous pas voulu, aucun moment paraître un monde qui t'a fait un geste qui dérangeait des marches états généraux, sectoriels nation. Pas voulu ça fait. Malheureusement, ça arrive comme ça. Et pour moi, je crois que c'est une situation qui est capable d'aider les états généraux à avancer. Parce que nous faisons geste là, justement, pour monde qui t'a fait des ordres là, ou des ordres, par exemple, pour y changer de comportement. Pour monde qui a dirigé et silencieux, tu as plus autorité. Parce que monde ça, ils ont un comportement vraiment désagréable. L'on dit comportement désagréable et on essaie d'expliquer mon yo. Bah nous un exemple ça t'a passé. Est-ce que il y a des mots d'échange on a son de respect. On a son monde li dit n'importe qui bagaille. Li prend la parole à tout bout de champ, li pas prendre tout li contester ça toute assemblée a fin d'accord. Et c'est un minimum d'éducation qu'on monde doit gagner, il pas gagner. Et c'est pas un bagage mabzou, non. C'est un constat. Pas venir pour me quitter l'eau sous du fer. Pas venir pour me compliquer la situation. Et comportement bien interview, m'a cité non monde seulement les mabzou bon bagage de lui. D'ailleurs, c'est comportement. Donc ça veut dire on peut citer non monde qui a un problème avec lui. Non, on ne peut pas le faire ça. Ça ne va pas l'utiliser. Ça ne va pas l'utiliser. D'ailleurs, dans le pays, ça, tout le monde contre tout le monde. Là, on écrit notre là, jamais écrit là, on n'a pas de aucun nom. Son seul note dans notre là, c'est le nom du docteur Jean-Claude Desgranges qui a présidé ce comité de pilotage là. Et voilà, Evans Paul. Mais le journaliste qui l'interrogeait, le journaliste de Caraïbes FM qui interrogeait l'ancien Premier ministre, eh bien, a cité un nom, Rosanne Auguste. Ouais. Et Evans Paul n'a pas infirmé ce nom-là de cette personne qui était problématique au sein, qui est problématique parce que Rosanne Auguste fait toujours partie des États généraux. Et donc, ça serait Madame Auguste qui aurait un comportement désagréable pour citer Evans Paul par rapport à ça. Et Evans Paul a dit ben non, c'est plus ma place. Écoutons de nouveau Evans Paul. Bon, moi, je ne sais pas entre moi-même et pour le monde, c'est entre monde ça, seulement toute assemblée. Geste moi fait, son geste, bien sûr, moi j'étais victime de plusieurs attaques inconsidérées, qui n'a fait sens et qui vraiment sous pas gagné en plus de maîtrise. T'es capable de gagner en réaction de toute vie ou de provocation systématique. T'es capable de dire c'est entre monde ça et toute assemblée. C'est son comportement en général. Et quel que soit, ça tout le monde d'accord, les mêmes fois le venons bagaille négatif pour faire mon tête du temps, pour retourner sur les mêmes choses. Et ce texte-là, nouvelle histoire mention, adopté au moins 3 fois. Mais toujours continuer à contester. Bien sûr, l'ordre évolue dans l'ensemble. Il faut très ouvert. Et comment c'est débrouillé, comprendre le président Jovenel Moïse nommé comité pilotage là, nous joignent plus d'une douzaine de documents qui étaient déjà préparés pour le cas général sectoriel là. Et c'est normal. Pour pas qu'elle lance son activité comme ça, pour le pas un cadre, pour le pas un thème de référence, pour le pas une méthodologie, pour le pas toute une série de documents d'orientation qui étaient faits par une équipe de monde avisé. Et documents ça yo très valables. Mais l'on a assemblé tout. Faut tenir compte de l'opinion de tout le monde. Et me senti dans le document yo
nous avons manqué un document de synthèse. Parce que, des fois, on doit avoir une approche académique d'une question pédagogique. Voilà, Evans Paul, l'ancien Premier ministre haïtien qui a tourné le dos au sein des États généraux et qui s'expliquait sur les ondes de Caraïbes FM. On va observer une autre pause, Jean-Étienne. Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Alors, le journalisme citoyen et ses mensonges, tu avais des commentaires là-dessus. Oui, justement, j'ai fait une intervention récemment sur un groupe WhatsApp par rapport à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les fake news. Tu sais, comme professionnel de l'information, toi et moi, on sait que, dépendamment de l'école, parce qu'il y a plusieurs écoles, de pensée, ouais. Justement. Mais ça tourne toujours autour de trois étapes. C'est la collecte, le traitement et la publication, la diffusion de l'information. Mais ce qui se passe avec les gens qui utilisent les réseaux sociaux, ils oublient ou ils ignorent complètement les deux premières étapes. C'est trouver n'importe quoi. Excuse-moi. N'importe où et on le balance. Et l'une des caractéristiques même de ce phénomène, c'est la sensation, tu vois. C'est quelqu'un qui est tué et on raconte n'importe quoi et voilà. C'est comme si tout le monde veut devenir journaliste professionnel et puis sans avoir le minimum réflexe de vérifier les informations. On a l'impression que tout le monde veut partager, même si c'est partout, mais tout le monde veut partager le premier et puis voilà, on dit n'importe quoi. Ben, c'est surtout une volonté, une envie chez tout le monde de se faire remarquer, de se faire voir, de devenir populaire. Ouais, c'est possible. Facebook, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens sur Facebook. Parce que ça permet de contourner les médias, et ça élimine les filtres, ça élimine l'autocensure, le tuyau qui est le média, afin de non seulement vérifier, peser, sous-peser, juger une information avant de la diffuser et mesurer est-ce que c'est d'intérêt public, est-ce que c'est vérifié et c'est vérifiable. Il y a tout ça, il y a tout un travail, c'est tout un métier. Ça se fait pas comme ça. C'est pas parce que vous vous exprimez bien ou vous écrivez bien le français, l'anglais ou quelle que soit la langue que vous pouvez être journaliste pour autant. C'est pas ça la question. Là-dessus, je dirais que le bon côté de l'affaire, s'il y en a, c'est que ça permet à tout le monde de voir vraiment. Beaucoup de personnes pensaient qu'avec les réseaux sociaux, le journalisme comme si pratiquant allait perdre sa valeur, mais c'est le contraire. Oui, les gens vont vite comprendre que voilà, il y a pas beaucoup qui comprennent ça, Jean-Étienne. Non. Le journalisme en a pris un coup depuis l'arrivée des réseaux sociaux, notamment de Facebook. C'est clair. OK.
Il y en a même qui utilisent les réseaux sociaux vraiment pour glaner un peu partout tout ce qu'ils trouvent de sensationnel et puis rassembler ça à un endroit. Et puis ce sont ces gens-là qui ont du succès sur les réseaux sociaux. Bon, succès entre guillemets. Succès sur le en plan termes de visibilité. En termes de visibilité sur le plan du nombre. Ouais. Quand vous essayez de faire quelque chose de qualité, de bien fait, de vérifiable et de vérifié, vous n'allez pas trouver grand monde là qui vont adopter ça. Parce que eux, ils veulent que ça aille vite. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Toi, comme journaliste professionnel, Jean-Dumas, tu sais que tu ne peux pas prendre le risque de donner une information qui n'est pas vérifiée. Non, parce qu'il y va de ma crédibilité. Exactement. Moi, je considère la crédibilité du journaliste, c'est comme les vaisselles. Si tu laisses ça tomber, tu peux beau acheter de nouvelles vaisselles, mais tu vas jamais pouvoir reconstruire ta crédibilité. Ouais, ça, tu ne joues pas avec. Le citoyen décide d'affirmer telle affaire sur les réseaux sociaux. Il balance ça. Voilà, il balance ça aujourd'hui. Demain, il balance exactement l'inverse. Tout le monde voit que c'était faux. Même ses amis dans ses contacts ne vont jamais dire écoute, ce que tu faisais là, ça ne marche pas. Moi, je te mets au défi de faire une chose pareille. Tu vas voir. Tu ne peux pas. Le monde entier va te tomber dessus. Exactement. Et c'est ça la grande différence. Ça, c'est un premier aspect. L'autre chose que j'aimerais dire par rapport à la violence elle-même, je pense que c'est quelque chose à condamner, quel que soit le niveau d'où ça vient. Écoute, comme c'est le cas justement, ce qui arrive quand tu vois des gens qui arrivent à tuer un partenaire, que tu l'appelles, je sais pas comment l'appeler, crime d'émotion ou quoi que ce soit, c'est que... Crime passionnel. Crime passionnel, c'est pas quelque chose en principe qui vient d'un coup, dans le sens où c'est répétitif en fait. Donc voilà pourquoi que je pense que définitivement c'est quelque chose vraiment à ne pas pratiquer. Et il y a plein de façons de gérer ses nerfs. Écoutez, mais frapper les gens... on va dire ça à Rico Ernest. Hein. C'est dommage, c'est vraiment une triste histoire. Je comprends ce gars-là, ce monsieur-là qui faisait un peu de politique, qui pourrait devenir peut-être président de la République ou un sénateur ou quoi que ce soit, mais maintenant avec des dossiers comme ça, c'est assez compliqué. Je crois que c'était toujours un excité là. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué. Il faut trouver une façon de gérer les choses, parce que là, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous et c'est pas bon aussi pour, je sais pas, vous détruisez les gens comme ça et. Bon, parlons politique maintenant. États généraux, Jean-Étienne. Après Jacques-Édouard Alexis, un ancien Premier ministre, il y a Evans Paul. Avant Evans Paul, il y avait Monseigneur Kemro, du côté de l'Église catholique. Ils sont 4 là maintenant, je ne me souviens pas le nom de l'autre, là, du 4e, ayant claqué la porte des États généraux. Là, à écouter Evans Paul disait, moi je voulais filer à l'anglaise. Non. Je suis désolé, Monsieur Paul, avec tout le respect, les États généraux, c'est public. Si vous filez publiquement. Je suis d'accord. Il n'y a pas moyen de filer à l'anglaise, là. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. Oui, je comprends qu'il y a un problème qu'il vit au sein des États généraux, apparemment par rapport à Rosanne Auguste. On a cité ce nom-là, il ne l'a pas infirmé, tout porte à croire que c'est ça. Qui avait, Madame Auguste, un comportement désagréable, dit-il. Mais, si vous filez, vous filez. Si vous filez pas, vous restez et vous combattez avec toute votre sagesse et tout votre tact, Madame Auguste. Bon, je prendrais comme prétexte le départ de l'ancien Premier ministre Evans Paul de cette commission aux États généraux, comme on l'appelle. Mais la réalité, c'est que quelle que soit la décision, ou qui a tort, qui a raison, c'est que c'est pas du tout une bonne image pour cette commission qui se voit les gens partir comme ça. Il y a un problème. Justement, c'est que ils sont appelés à se mettre ensemble pour aller mettre ensemble d'autres personnes. Globalement, c'est ça l'affaire. Et si vous n'arrivez pas vous-même à vous mettre ensemble à l'intérieur, toutes les semaines, on a, pour une raison ou une autre, justifiée ou non, et quelqu'un laisse le bateau, ça commence mal. En fait, à écouter Evans Paul, ça a l'air qu'il ne voulait pas, son objectif, c'était pas de quitter les États généraux, mais de mettre la pression sur
la présidence des États généraux pour régler le cas Auguste. OK? C'était un peu ça l'objectif de départ d'Evans Paul, selon ce qu'il a expliqué au début de l'entrevue. Enfin, je vais un petit peu plus loin en paraphrasant M. Paul, mais son idée première, c'était pas de quitter les États généraux. Et c'est M. Desgranges, le président de la commission, qui a rendu public sa lettre de démission, entre guillemets, au sein des États généraux. Et ce qui fait que ça devient une affaire publique. Je comprends absolument ton point de vue quand on sait que lui-même, Evans Paul, a dit que c'est l'une des bonnes initiatives que le président Jovenel... Je suis d'accord avec lui aussi parce que définitivement, il va falloir qu'un jour qu'on puisse s'asseoir et se regarder ensemble, se disent écoutez, qu'est-ce qu'on fait là et où on doit partir. Mais comme j'expliquais au début, c'est que définitivement, quelle que soit la raison, c'est pas bien pour cette institution qui n'a même pas été... Est-ce que je peux dire même c'est trop jeune parce que ça fait quelques mois qu'on en parle, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a des cas comme ça, des situations comme Madame Auguste, qui fait qu'il y a des États généraux. Alors, si ils sont pas capables de gérer ou de faire avec le cas Auguste, ben je regrette. Comment on va étendre ça sur tout le pays? On va demander à nos amis à l'international de venir nous... Non, mais voyons, non. Là-dessus, il faut qu'on... C'est parce que justement, il y a des problèmes comme ça, comme il y a des Rosanne Auguste partout à travers le pays. Et l'objectif des États généraux, c'est de régler cette question-là. On va vraiment espérer qu'ils trouveront une formule de se mettre ensemble. Parce que là, ça ne marche pas. Et puis, on a besoin, c'est nécessaire qu'on puisse définitivement se mettre ensemble. Tu l'appelles comme tu peux l'appeler. Les 4 qui ont quitté les États généraux, moi, je comprends pas. Ils étaient là pourquoi? Ils pensaient que c'était quoi, les États généraux? Qu'il allait y avoir une ambiance bon enfant, c'était des enfants de cœur qui étaient là. Non, vous avez des problèmes. Commencez par discuter, en parler là. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. 57 déjà, on va vous retrouver demain matin pour une nouvelle édition. D'ici là, j'aurais pu continuer. Notre web radio va arriver. On aura un numéro de téléphone pour que vous continuiez à suivre les débats, à partager les informations sur Internet. Merci beaucoup. À demain.